tout dans la configuration d'une société civile ordinaire. D'accord? Malgré ce qui est écrit dans les statuts. Tout d'abord, on voit bien que la société civile, quand on lit les statuts, on voit que la société civile n'a aucun bien qui est inscrit dans son actif. C'est-à-dire que la société civile n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. D'accord? Ensuite, on voit que M. Adedje est majoritaire avec 35% des parts et bénéficiaire effectif de la société. S'il vous plaît, tapotez le live sur TikTok. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Vas-y, voilà. Monsieur Djitré. Si vous pouvez passer à la figure numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, sur la figure numéro 3, nous pouvons voir que tous les apports au sein de la société, tous les apports des associés ont été faits en numéraire. C'est-à-dire que chaque associé a versé de l'argent. Mais personne n'a apporté un immeuble. OK? Personne n'a apporté un immeuble. Parce que normalement, dans une société civile immobilière, un des associés apporte un immeuble qui est ensuite géré par tout le monde. Là, dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Et ensuite, on voit sur la figure numéro 4, si vous pouvez passer la figure numéro 4, que M. Adedje est le détenteur majoritaire du capital de cette SCI. Ça veut dire quoi, détenteur majoritaire? Il a plus de 35% des parts. Et quand on a plus de 25% des parts dans une SCI, on est automatiquement le bénéficiaire effectif. Donc, comme les statuts le disent, ça c'est un article des statuts qui dit que le bénéficiaire effectif est quelqu'un qui possède directement ou indirectement plus de 25% du capital et des droits de vote. Cette définition a un intérêt particulier, c'est que cette personne-là, qui est majoritaire, qui a plus de 25% de part du capital de la société civile, est inscrite sur un fichier. Le fichier, c'est le répertoire des personnes, des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est ce répertoire-là qui va aider tous les services fiscaux, financiers, judiciaires à lutter contre le détournement d'argent public, le blanchiment d'argent ou les circuits financiers illicites. Voilà. Et vous allez voir que, et là, je précise que M. Adedje Kodjo est inscrit sur ce fichier-là en France, en tant que bénéficiaire effectif de cette SCI. Ensuite, vous allez voir sur la figure 5, un détail important, que M. Adedje a tenu à être le seul gérant de la SCI. C'est important pour la suite. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, normalement, une SCI, c'est fait pour une gestion collective. Donc, normalement, on doit avoir des personnes qui ont quasiment les mêmes quotes-parts au capital et qui gèrent et qui ont les mêmes pouvoirs de gestion sur l'immeuble. Là, non seulement on n'a pas d'immeuble dans la SCI, mais en plus de ça, on a donc un gérant majoritaire qui tient à être le seul gérant. En revanche, il concède une délégation de signature à une de ses filles que tu as citée tout à l'heure. C'est Madame Enam Adedje qui habite à Paris. Voilà. Elle a la délégation de signature, mais pour toutes les autres personnes de la famille, notamment pour ses deux frères et sœurs qui habitent au Canada, mais également pour sa sœur qui habite ici en France. Voilà. Et quand on dit ça, ça pourrait dénoter de la volonté de M. Kodjo Adedje de tout contrôler. Même s'il implique les membres de sa famille, on voit qu'il tient à garder le contrôle de la SCI. Et on se demande pourquoi, parce que la SCI n'a pas de bien immobilier, la SCI n'a que 1 000 € de capital, et on se demande pourquoi. Donc, c'est ce qu'on va maintenant voir avec la figure 6. Tapotez le live, s'il vous plaît, sur TikTok. Voilà, sur la figure 5 bis, vous avez les notaires, l'adresse des notaires où le bien a été acheté, enfin, qui ont géré l'acquisition, pardon, pas l'acquisition du bien, mais la création, la constitution de la SCI. C'est la SAS, les notaires des Gobelins, qui se trouvent à Paris, dans le 8e arrondissement, au 61 boulevard Haussmann. Donc c'est cette
société de notaires qui a géré la constitution, la création de la SCI. Donc c'est bien connu, cette SCI est bien enregistrée en France, d'accord, pour faire des activités de gestion de biens. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans l'objet de la SCI, la vente de biens est très exceptionnelle pour une SCI. Dès qu'une SCI se met à faire de la vente, elle devient une société commerciale et elle n'est plus soumise aux mêmes règles fiscales qu'une société civile qui fait juste de la gestion d'un bien qui lui appartient. D'accord? On va passer à la physique. On remarque quoi? Que après la constitution de la SCI le 19 novembre 2024, on voit que après, bien après, c'est-à-dire le 30 décembre 2024, que la femme de M. Kodjo Adedje, Madame Runake Adèle Marie-Claire, épouse Adedje, acquiert un bien de 848 000 euros, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais sous son nom de jeune fille. Alors qu'elle est mariée sous le régime de la communauté des biens avec M. Adedje depuis le 14 février 1991. Vous voyez? Et là, on peut donc là, sur cette figure, figure 6, vous pouvez voir que la femme de M. Adedje a acquis le bien, non pas en tant que Madame Adedje, mais en tant que Madame Runake, sous son nom de jeune fille. On comprendra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va passer à la figure 7, où je veux vous montrer en fait que les deux sont mariés sous la communauté des biens. La communauté des biens, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous mariez, vous avez le choix, quand vous vous mariez, de conclure un contrat de mariage qui dit que les biens de chacun ne seront pas mis en commun, que chacun va gérer son bien de chaque côté et que, voilà, quand vous achetez un bien, ça reste votre patrimoine propre et peu importe les liens du mariage. Mais quand il y a le régime de la communauté des biens, ça veut dire que tous les biens que vous allez acheter après le mariage, tous ces biens-là tombent dans la communauté. D'accord? Ça veut dire que le bien de Madame Runake, qu'elle a acheté sous son nom de jeune fille, pour peut-être dissimuler le fait qu'elle n'est pas la femme de Madame M. Adedje, d'accord? Ces biens-là, même si elle dissimule son identité de femme de M. Adedje, ce bien tombe dans la communauté des biens. Donc, c'est-à-dire que ce bien est quand même la propriété de M. Adedje Kodjo. J'espère que vous suivez bien la subtilité là. Nous suivons très bien. Voilà. Donc, on va vous détailler pourquoi, dans quel intérêt, en fait, Madame Adedje a fait ce tour de passe-passe. Elle a acheté le bien comment? Vous pouvez expliquer ça à ceux qui nous suivent? Comment elle a acheté? Elle a payé comment? Donc le bien, quand on voit les documents que tu as présentés tout à l'heure, on voit que le bien a été payé en une fois. Qu'il n'y a pas eu de règlement plusieurs fois ou de chèque ou quoi que ce soit, d'après les documents, le bien a été réglé en numéraire, en une fois, sûrement par un virement ou voilà. Ça fait combien en CFA? Ça fait combien en CFA? Ça fait 556 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. 556 millions de francs CFA pour un appartement de 93 mètres carrés. Quelle est la caractéristique de l'appartement? Voilà, cet appartement fait 92 mètres carrés, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un appartement de 4 pièces qui est situé donc à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, tout le monde connaît, tous ceux qui habitent en France savent que c'est un quartier UP, enfin en tout cas c'est une zone UP où le prix de l'immobilier est très cher. Souvent, le prix du mètre carré avoisine les 9 000, voire 10 000 euros au mètre carré. C'est un endroit où les biens immobiliers sont très très chers. Donc je répète, le prix au mètre carré à Boulogne-Billancourt, où le couple Adedje, la famille Adedje a acquis cet appartement, le prix au mètre carré est entre 9 000 et 10 000
euros le mètre carré. C'est comme le Valois-Perret, tout ça. Voilà, exactement. Neuilly, voilà, Neuilly-sur-Seine et tout ça. Voilà le coin. En tout cas, dans le 92, il y a une bonne partie qui est très huppée, très très chère, parce que bon, voilà, il y a une bonne gestion de la ville, il y a un bon système d'assainissement, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les crèches, vous avez tous les services publics qui marchent très 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 bien. Vous avez au niveau de la circulation, ça c'est très fluide. Les espaces verts, c'est très 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 bien urbanisé en fait. Il y a d'ailleurs à Yassok qui a un bien à Neuilly-sur-Seine. On reviendra plus tard. Voilà, donc c'est des cas qu'on va revenir plus tard pour étudier. Donc, il faut savoir que le coin dans lequel l'appartement a été acquis est un coin très très cher. Maintenant, en France, on va faire un retour sur la figure 2, s'il vous plaît. Sur la figure 2. Il faut savoir qu'en France, ben, quand vous êtes une personnalité politique et surtout un élu, vous êtes scruté et toutes vos transactions financières sont analysées par des services dédiés à la lutte contre les circuits financiers illicites, comme j'ai dit tout à l'heure, contre la corruption, contre les détournements de fonds publics et le blanchiment d'argent. À titre d'exemple, beaucoup connaissent le TRACFIN, mais il y a aussi d'autres organismes complémentaires comme le HATVP, qui est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, ou encore la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et le PNF, le Parquet National Financier. Il faut savoir que ces entités... Le parquet national financier qui a été créé à la suite du scandale de Cahuzac. Donc c'est une œuvre... qui était un ancien secrétaire d'État de la justice. Voilà, c'est une conséquence d'une enquête de Mediapart, donc une œuvre des journalistes. Exactement. C'est juste une précision. Tu as très raison de le préciser, parce que c'est Mediapart, c'est grâce à Mediapart qu'on a créé le parquet financier. Voilà, l'évasion fiscale qui était commise par ce secrétaire d'État qui avait rang de ministre. Donc très très grave. Qui était même le ministre de la gestion publique et pas de l'économie, mais de la gestion publique. C'est très très grave. Donc ce parquet a été mis en place après ce scandale. Il faut savoir que ces entités reçoivent des signaux d'alerte si vous êtes un député ou un membre de la famille d'un député, d'accord, et que vous effectuez une transaction financière d'un certain montant. Donc les montants, ça varie, ça varie des différents organismes. Parfois, mais au TRACFIN par exemple, il faut savoir que quand vous faites, même n'importe qui, quand vous faites un virement de 2000 € dans une semaine, il faut savoir que votre banque le signale à TRACFIN. Si vous en faites plusieurs dans la semaine, de plus de 2000 €, il faut savoir que toutes ces informations remontent à TRACFIN, qui va faire des fouilles, qui va commencer à enquêter sur vous, sur vos activités professionnelles et tout, pour découvrir le trafic, en fait, le circuit des fonds. Et là, vous avez un montant de 848 000 € qui ont été déboursés pour acheter ce formidable appartement. C'est-à-dire que les gens ont transféré du Togo plus de 556 millions, donc un demi-milliard, plus d'un demi-milliard, pour acheter un appartement de 4 pièces en France. C'est-à-dire, les gens se sont levés un matin et ils ont sorti du Togo d'un seul coup. Parce que généralement, les gens qui achètent des biens immobiliers, ils le font sur la base des prêts, des crédits, que des gens payent sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça. Mais eux, ils ont sorti en un seul coup du Togo 556 millions, donc un demi-milliard pour acheter un bien en France. Est-ce que ce demi-milliard-là, c'est l'argent des cotisations à l'église de M. Adedje, ou bien comment ils ont trouvé ça, M. Ditri? Est-ce que c'est, comme les Togolais aiment aller à l'église, les églises réveillées et tout ça, est-ce que c'est les Togolais qui ont cotisé, c'est dans la caisse de l'église, comme il y a les Hamé Fofo, les Hamé Dada, tout ça, qu'ils ont sorti l'argent comme ça pour aller acheter l'immeuble, ou bien on est en droit de se poser la question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé un demi-milliard pour acheter cet appartement en France. Est-ce que ce sont les dîmes de leur église, Mesa,
ou c'est, je ne sais pas, parce qu'on sait que M. Adedje, c'est un douanier, il a été commissaire général des douanes, il a été directeur général des douanes, commissaire général de l'OTR, et après il est devenu, il est à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. On sait aussi qu'entre-temps, il y a eu une rumeur ou un scandale comme quoi l'argent aurait disparu à son domicile. Est-ce que, et comme par hasard, c'est juste après cette période où on parle de l'argent aurait disparu à son domicile qu'ils achètent l'immeuble en France. Ce n'est quand même pas... la période n'est quand même pas curieuse quand même. La période est curieuse quand même. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Effectivement. Exactement. Et c'est une très bonne question parce que ça pose la question de la déclaration des biens, des revenus, des avoirs et des biens des personnalités publiques. Il faut savoir que normalement au Togo, il y a une loi qui a été votée pour contraindre toutes les personnalités publiques, notamment les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires, directeurs de sociétés publiques, à déclarer leurs biens, leurs revenus, voilà, à chaque année, à notamment la dame, là, madame qui est la médiatrice de la République, ouais, qui est aussi directrice du HCROUM. Voilà, donc normalement c'est elle. Mais le problème, c'est que ces documents ne sont pas publics, ne sont pas rendus publics. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. De toute façon, ça fait 20 ans, rien n'a été déclaré. Et ça a été le débat qui a toujours animé la scène publique au Togo. Et on sait que dans les dernières facilités que le FMI vient d'accorder au Togo, l'une des conditionnalités, c'est qu'il faut que les dirigeants déclarent leurs biens. Et dans la loi sur la déclaration des biens, il est précisé que les biens sont déclarés non seulement au nom de la personne, mais aussi de son épouse. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur fortune sous le nom de leurs enfants, de leur épouse et de leurs proches. Vous voyez. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec cette acquisition-là de plus d'un demi-milliard en France. La France qui cherche, comme par hasard, à déstabiliser le Togo. Et donc c'est en France que les gouvernements togolais viennent acheter des appartements et viennent créer des sociétés civiles immobilières, viennent investir. Pendant ce temps, les routes qui sont au Togo, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les CMS n'ont pas d'alcool, n'ont pas d'ambulance, n'ont absolument rien. Alors, la question de savoir où est-ce que Mme Adedje a trouvé un demi-milliard pour venir acheter un appartement en France. Exactement. Et le souci, je voudrais rajouter aussi que au sein même de l'UMOA, il y a une directive qui, je ne sais pas si elle a été transposée déjà au Togo, mais je pense qu'elle a été. Et il y a une directive qui impose à toutes les organisations non lucratives, notamment les églises et tout ça, puisque tu as parlé tout à l'heure de la dîme, de déclarer leur comptabilité, notamment à la Cour des comptes, et au CENTIF aussi, qui est au Togo. Donc, il y a toutes ces lacunes-là qui ne sont pas encore comblées au Togo et qu'on a nécessairement besoin d'appuyer pour comprendre certaines choses. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, mais il faut rappeler que M. Adedje est aussi pasteur, et pasteur d'une congrégation. Et normalement, cette congrégation doit déclarer ses comptes au niveau du CENTIF. Voilà, le CENTIF, c'est un organisme au Togo là-bas qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le détournement de fonds publics. Ce n'est pas fait et ce n'est pas rendu public. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est très important, c'est très préoccupant parce que quand on a des cas comme ça, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Donc, je vais continuer sur la démonstration que je vous faisais. Ouais, vous pouvez aller. Pourquoi Mme Adedje a donc acheté ce bien en son nom de jeune fille et pas au nom de M. Adedje? Déjà, je veux vous rappeler la petite histoire de François Fillon et de sa femme Pénélope qui s'est passée ici en France. Parce que puisqu'on est en France, c'est que le bien se trouve en France. Vous savez que François Fillon a été ministre un temps et que lors des campagnes, de pré-campagne aux élections présidentielles, il y a eu une affaire qui l'a éclaboussé. Et cette affaire, c'était concernant des emplois fictifs qui ont été confiés à sa femme. Et on l'accusait d'avoir employé sa femme et d'avoir détourné de l'argent public pour
rémunérer sa femme pour un travail qui ne méritait pas ce travail, enfin, ce salaire-là. Donc, François Fillon a été confondu dans cette dire. Il a été poursuivi et condamné par la justice pour avoir confié de l'argent à sa femme et comment dire, et indirectement se soit dissimulé derrière